Bitcoin hors digital, pourquoi ? Parce que sa quantité est limitée, comme l'or. Sa production coûte de l'argent. Donc on a finalement, les gens disent ça repose sur rien, ça repose vraiment sur quelque chose, ça repose sur le coût de production, exactement comme l'or. Si ça vous coûte 1000 euros d'extraire 1500 euros d'or, vous allez l'extraire. Si ça vous coûte 2000, vous n'allez pas l'extraire. C'est la même chose avec le Bitcoin. Si ça vous coûte 50 000 euros de produire un Bitcoin, vous n'avez aucun intérêt à le vendre en dessous de ce prix-là. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir François Lavial, cofondateur et directeur de la gestion d'AlphaCap Digital Assets, un gérant d'actifs crypto. Bonjour François. Bonjour Aurore, merci de Merci. me recevoir aujourd'hui. Je t'en prie, merci beaucoup à toi d'être disponible aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter qui tu es et quel est ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai commencé dans la crypto à ses tout débuts. En fait, en 2015, à l'époque, le Bitcoin valait à peu près 500 $. J'ai commencé en minant tout simplement dans mon salon. C'était le moyen le plus facile à l'époque d'en acquérir. Et de fil en aiguille, j'ai continué dans cette classe d'actifs, en passant par la gestion traditionnelle, la gestion action, jusqu'à en fait monter cette société de gestion d'actifs en crypto pour apporter des pratiques de gestion du monde traditionnel à cette classe d'actifs et offrir un cadre d'investissement aux épargnants qui souhaitent s'exposer sur la classe d'actifs crypto. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné envie initialement de découvrir la crypto-monnaie ? Tu disais dans ton salon, à ce moment-là de ta vie, t'étais dans quelle période ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet et à le prendre en main de cette manière-là ? Parce que c'est quand même un investissement, temps, une énergie qui est assez considérable. Donc je serais curieuse de savoir comment est-ce que t'en es arrivé là. Alors moi je vivais, pour le contexte, dans un petit village de campagne où la première maison de mes amis était à 15 minutes de vélo. Et donc quand on est très isolé comme ça, avec une connexion internet, on cherche, on finit par trouver de nouvelles technologies, on s'y intéresse. Et quand j'ai découvert finalement ce système monétaire parallèle, décentralisé, j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, c'est une connexion finalement sur le monde, ça permet de faire des paiements en 10 minutes à l'autre bout du monde, parallèlement à finalement mon niveau d'enclavement actuel. Au jour où j'ai découvert ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai tout de suite vu, alors que pour l'instant il y avait encore assez peu de croissance dans cet écosystème. C'était un écosystème balbutiant, vraiment très orienté technologie. C'était vraiment des gens qui s'intéressaient uniquement à la technologie qui regardaient cette classe d'actifs. J'ai vraiment vu un potentiel de croissance très fort. Et ça s'est confirmé à partir de 2017, où en fait on a connu la première grosse hausse de prix, avec un Bitcoin qui est passé de quelques centaines, quelques milliers de dollars à plus de 20 000 $. Et c'est là qu'on a vraiment eu déjà l'arrivée des premiers investisseurs, plus pour un aspect spéculatif, mais surtout une couverture médiatique beaucoup plus large et une découverte de la part du grand public de cette classe d'actifs. Et tu disais que juste après, tu t'étais intéressé au monde de la gestion traditionnelle. Pourquoi avoir fait cette bascule alors même que tu avais découvert un projet qui te passionnait ? Alors c'est une réponse qui est amusante en fait, puisque j'ai toujours voulu monter ce qui est aujourd'hui AlphaCap Digital Assets, c'est-à-dire un géant d'actifs crypto. Sauf qu'à l'époque, en 2017, 2018, 2019, les Français n'épargnaient pas vraiment en crypto. Il n'y en avait pas encore de demande de ce côté-là, le marché était encore très jeune. Et ce que je ressentais, c'est que c'était trop tôt pour monter ce type de structure. On n'avait pas encore le marché. Donc en fait, je me suis dit, va faire tes armes, va faire tes classes,
dans la gestion traditionnelle, j'ai eu la chance de rejoindre des belles maisons de gestion où il y avait des vrais savoir-faire pour pouvoir justement reproduire ces savoir-faire sur la classe d'actifs crypto. Et tu évoquais du coup AlphaCap Digital Asset, qu'on a encore très brièvement présenté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que AlphaCap Digital Asset? Oui. Quelle est votre histoire, votre positionnement, et puis comment est-ce que tu concilies le meilleur de ces deux mondes aujourd'hui? Bien sûr. Alors, AlphaCap Digital Assets, c'est donc un gérant d'actifs crypto. Crypto, ça veut dire qu'on va traiter à la fois du Bitcoin, mais aussi tout type d'autres crypto-actifs. Donc on a une gestion qui est diversifiée. On permet aux épargnants de s'exposer à toute la classe d'actifs crypto. Okay. Gérant d'actifs parce que tous les associés au sein de sa société sont issus de la finance traditionnelle et de la crypto, bien sûr. Mais on a vraiment cet ADN finance trad avec toute la structure et toute la solidité que cela traduit. Comment ça se traduit de manière très concrète, par exemple dans votre méthode, dans vos outils? Exactement. Je te donne un exemple très simple. Notre système de conservation des cryptoactifs, en fait, il est calqué sur le modèle des banques suisses, c'est-à-dire que les clients ont l'équivalent d'une ledger personnelle, c'est-à-dire que vous avez dans nos livres votre propre adresse de Bitcoin, votre propre adresse d'Ether par client, par actif. Là où dans l'univers des cryptos, on va plutôt raisonner en compte ce qu'on appelle omnibus, c'est-à-dire que tous les actifs des clients sont mélangés au sein d'une seule adresse. Donc c'est quand même des pratiques qui sont très différentes et un niveau de sécurité pour le client qui est aussi très différent. Parce que moi je ne porte pas sur mon bilan par exemple les dépôts des clients. Et cet ADN aussi traditionnel, elle se traduit par notre actionnariat, puisqu'on a eu la chance d'être soutenu dès notre début par le groupe Mata Capital, qui est actionnaire d'AlphaCap Digital Assets et qui est un gérant d'actifs qu'on ne présente plus, qui gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros dans l'univers de l'investissement alternatif, notamment immobilier. D'accord, et j'imagine que ce lien avec la société de gestion, ça vous oblige aussi à vous structurer d'un point de vue conformité? Tout à fait. Comment ça se traduit ça par exemple? Notamment je sais qu'il y a eu assez récemment la notion de PSAN qui a été créée par l'AMF. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous aider d'être affilié à une société de gestion? Tout à fait. Tout à fait. Nous, on bénéficie du statut PSAN depuis maintenant septembre 23. Alors peut-être que tu peux expliquer l'acronyme quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas. PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. C'est le statut en France pour exercer une activité réglementée dans le domaine des cryptoactifs, pour faire simple. Et quelles sont un peu les grandes règles, les grandes contraintes qu'il est nécessaire d'avoir ou de satisfaire pour devenir PSAN? Alors il y a plusieurs choses que l'AMF est venue regarder sur ce statut PSAN. Les principales qu'on peut noter, ça va être le respect de la LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'honorabilité des dirigeants, c'est très important. Ils viennent regarder votre parcours, regarder votre honorabilité, voir si vous êtes en mesure de gérer l'argent des gens. Et bien sûr le respect des lignes directrices fixées par l'AMF, notamment en termes de ségrégation des fonds et de pratiques commerciales non trompeuses vis-à-vis de nos clients. Okay. On a vraiment un cadre en France qui a été très précurseur au niveau européen et qui a donné finalement la voie pour le cadre européen avec MiCA, la réglementation européenne qui entrera en application pour nous en 2026, qui s'est calqué sur le modèle PSAN qui a été très précurseur en Europe, en France et plus largement en Europe. D'accord, ce qui signifie que pour vous, la réglementation MiCA ne fera pas forcément beaucoup de différence par rapport aux exigences que vous avez déjà dû satisfaire pour être PSAN? C'est une évolution, il y a du travail, on a déjà commencé à s'y atteler. Mais effectivement, on bénéficie d'une base très solide et d'une première marche qui est très importante en réalité pour passer à l'échelle, puisqu'aujourd'hui, en Europe, on a surtout beaucoup d'acteurs américains qui sont présents. Sans les citer, mais des grosses plateformes de négociation cotées en bourse aux États-Unis qui sont sur le marché européen. Et on a finalement assez peu d'acteurs natifs de l'écosystème français et européen. Tu nous as pas dit encore exactement, alors on l'a effleuré, mais AlphaCap Digital Asset, en quoi ça consiste pour un client? C'est de la gestion crypto, mais très concrètement, moi demain je suis cliente. Comment ça se passe? C'est quoi la différence entre passer par vous et acheter mes bitcoins sur une plateforme Alors, c'est assez différent. On peut faire un parallèle avec, par exemple, le mandat de gestion que tu aurais sur ton PEA chez Lazare ou chez Rothschild. C'est-à-dire que tu vas avoir
un mandat de gestion qui va être géré par nos équipes, qui sera investi en cryptoactifs. Le mandat de gestion, il est intéressant parce que les équipes passent pour toi tous les arbitrages nécessaires à la bonne gestion du portefeuille. On est sur un marché qui est quand même très jeune, avec une obsolescence technologique qui est forte, qui demande beaucoup de réactivité. On ne peut pas se permettre finalement d'avoir une approche très passive où on achète et puis on retourne voir dans 5 ans ce que ça a fait, parce que très probablement pendant ces 5 années, il y aura eu des changements assez structurels sur ce marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le mandat, c'est une enveloppe fiscale et patrimoniale qui est très avantageuse, parce que quand on est au sein du mandat, dans le cadre actuel de la réglementation, on a une imposition à la flat tax à la sortie, c'est-à-dire qu'un petit peu comme un PEA, si on ne sort pas, on capitalise au sein de l'enveloppe de façon perpétuelle. C'est également en termes de transmission beaucoup plus intéressant, puisqu'aujourd'hui, on a un vrai sujet, nous, avec nos partenaires notaires, de traçabilité des fonds lors des successions. Beaucoup de clients décèdent, malheureusement, avec des cryptos, sans avoir transmis soit les clés d'accès, soit les mots de passe aux plateformes d'échange. Si on perd sa clé privée, donc ce qui déverrouille l'accès au portefeuille crypto, les fonds sont perdus pour toujours. Si on perd les mots de passe, la plupart des plateformes d'échange aujourd'hui ne sont pas réglementées en Europe et on aura beaucoup de mal à mettre la main sur les fonds. Donc là, c'est une vraie différence aussi par rapport à ces solutions pour s'exposer. On offre une traçabilité des fonds et une traçabilité fiscale totale qui convient particulièrement en fait, aux épargnants français. Est-ce que tu peux nous parler de ta thèse d'investissement, puisque tu le disais, hein, c'est un marché qui est jeune, qui demande une gestion active. J'en déduis que tu as une stratégie, une manière d'aborder les choses qui t'est propre. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu arrives à battre le marché justement Alors le premier niveau, c'est que les cryptoactifs sont pour nous des actifs de super croissance. Des actifs de super croissance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dans ce segment-là, des différentes classes d'actifs, dans le segment des cryptoactifs, on a des catalyseurs qui font que la croissance est plus forte que dans d'autres secteurs. Ces catalyseurs, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adoption. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui utilisent et qui investissent dans les cryptoactifs. C'est une croissance qui est très forte. Ça, c'est le premier driver. Le deuxième driver, c'est finalement l'âge, mais plus largement en fait, le fait que notre génération va bénéficier d'un transfert de richesse dans les 10 prochaines années qui sera le plus important jamais connu dans l'histoire. Tu dis notre génération, tu nous as pas donné ton âge, donc je sais pas si les gens vont réussir à se projeter. Disons que la génération d'enfants des baby boomers va hériter. Ce sera le transfert de richesse le plus important de l'histoire. Et cette génération-là, elle est beaucoup plus crypto-friendly, parce qu'elle est finalement digital native. Elle est beaucoup plus enclin à investir dans les cryptos. Donc on va avoir finalement un afflux de capitaux vers des gens qui sont plus disposés à concevoir l'investissement en crypto, que ce soit par le biais technologique ou par le biais défensif, puisque ça c'est le deuxième élément de notre approche et de notre thèse d'investissement, c'est que les cryptoactifs sont à la fois un actif de super croissance, mais, et en l'occurrence particulièrement Bitcoin, c'est aussi un actif défensif. C'est un actif défensif parce que dans le monde anglo-saxon, il est de plus en plus comparé à de l'or digital. L'or digital, bon, tout le monde connaît l'or. Bitcoin, or digital, pourquoi ? Parce que sa quantité est limitée, comme l'or. Sa production coûte de l'argent. Donc on a finalement, les gens disent ça repose sur rien, ça repose vraiment sur quelque chose, ça repose sur le coût de production, exactement comme l'or. Si ça vous coûte 1000 euros d'extraire 1500 euros d'or, vous allez l'extraire. Si ça vous coûte 2000, vous n'allez pas l'extraire. C'est la même chose avec le Bitcoin. Si ça vous coûte 50 000 euros de produire un Bitcoin, vous n'avez aucun intérêt à le vendre en dessous de ce prix-là. Aujourd'hui, les coûts de production du Bitcoin sont d'ailleurs avoisinant des prix actuels qu'on a sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié depuis le lancement de Bitcoin ? Oui, toujours. D'accord. Donc, dans notre thèse d'investissement, on a finalement ce double ADN actif de super croissance et actif défensif. Et pour la traiter, on va avoir une gestion qui est active et diversifiée. Active parce que c'est un marché qui est volatile. Donc la gestion active peut permettre de saisir des opportunités. On y viendra un peu plus tard si tu veux. Et diversifiée parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup
d'émulation dans cet écosystème. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui se créent et on pense qu'il faut être capable d'être agile et d'aller se positionner éventuellement sur des projets de plus petite capitalisation dont les particuliers n'ont pas encore entendu parler parce qu'ils sont porteurs d'une technologie qui est intéressante, ils sont porteurs de cas d'usage très concrets qui vont se démocratiser dans les années à venir. Je vois ce dont tu parles quand tu t'évoques ce qu'on appelle les small caps. Mhm. Dans le monde de la crypto, c'est quand même une sacrée jungle, les small caps. Et je pense que le commun des mortels doit voir passer tous les jours des nouveaux projets qui ont l'air tous plus farfelus les uns que les autres. Comment, toi, dans ce métier, tu fais pour savoir si une small cap a un potentiel ou si c'est juste une idée qui passera comme beaucoup d'autres avant elle? Alors, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est un vrai métier à temps plein, hein. On y passe 12 heures par jour et c'est très difficile pour un particulier de s'y retrouver parce qu'en réalité il n'a pas les codes. Je vais te donner un chiffre qui est assez parlant, c'est qu'aujourd'hui en crypto, 95% de l'information qui est disponible sur internet, c'est de l'information qui est sponsorisée. 95%. 95%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que le particulier, quand il cherche à s'informer, il a très peu de chances de tomber sur un contenu qui est vraiment objectif. Comment ça s'explique ça? C'est parce que les acteurs neutres se sont pas encore emparés du sujet ou... Oui, aujourd'hui en réalité c'est un trop petit marché pour avoir des acteurs neutres qui ont un intérêt à adresser le sujet. On a notamment nous on travaille avec quelques médias spécialisés qui font de la recherche, mais ça s'adresse à une niche finalement d'investisseurs. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On va venir regarder les cas d'usage, les équipes, leur track record, leur honorabilité, le projet, le nombre de personnes qui utilisent par exemple le cryptoactif. Tous ces éléments-là vont entrer dans notre process de gestion. Et en fait aujourd'hui, on a dans l'univers des cryptos à peu près 25 000 valeurs qui sont disponibles à l'achat. C'est un nombre extrêmement important. Sur ces 25 000, nous on va en regarder à peu près 1 millier. Ok. Donc il y en a déjà 24 000 qui sont out. Voilà, il y en a 24 000 qui sont out parce qu'elles sont finalement trop petites ou trop peu intéressantes pour être listées sur les plateformes de négociation, donc sur les bourses de crypto. Et sur ces 1000 valeurs, on estime qu'il y a à peu près 10% qui est pertinent. Et au sein de ces 10%, on va avoir de la rotation sectorielle, on va avoir de la rotation en termes de thématiques. Donc il ne faut pas forcément avoir en permanence ces 10% dans le portefeuille. Voilà. Par exemple, en 2023, on a eu un portefeuille qui était très concentré sur Bitcoin, à 95% du Bitcoin dans nos portefeuilles. Pourquoi ? Parce que quand le marché redémarre, comme il a redémarré en 2023, historiquement, c'est toujours Bitcoin qui repart en premier. Voilà. Et donc ça sert à rien de se diversifier sur 50 lignes différentes quand vous avez un Bitcoin qui passe de 15 à 45 000 $ en 12 mois. Oui, tu parlais tout à l'heure du contexte actuel, du fait qu'il y ait de plus en plus d'adoption, de cette volatilité aussi qui est propre à ce marché. Oui. Est-ce que tu peux nous parler davantage justement du contexte actuel dans lequel évolue la crypto? Il y a eu, je le disais, une phase très très niche et très réservée à des insiders. Ça s'est démocratisé, mais il y a encore de la marge pour adopter. Quels sont les motifs qui aujourd'hui poussent les gens à s'y mettre? Est-ce qu'il y a des éléments de contexte? Je pensais notamment au discours de Donald Trump qui est assez récent sur ce sujet, qui vont pousser l'adoption. Il y a aussi les ETF qui ont joué dans l'actualité. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de cette actualité-là justement? Alors la question est large, donc je m'excuse d'avance pour la tirade qui va suivre. mais c'est une question qui est intéressante. Alors, permets-moi de prendre un tout petit peu de recul et de faire une rétrospective dans le temps. 2009-2015, secteur de niche pour des gens qui sont intéressés quasi exclusivement par la tech. 2017, hausse des cours, arrivée finalement des investisseurs particuliers. 2021, hausse des cours, augmentation significative du nombre d'utilisateurs dans le monde, les premiers États comme le Salvador qui en font des monnaies nationales, ce qu'on peut qualifier de début d'institutionnalisation de la classe d'actifs. Et 2023, la finance traditionnelle arrive,
notamment aux États-Unis, avec la création, tu le disais, d'ETF. Donc les ETF, c'est quoi? C'est des produits financiers. Et ces ETF-là en particulier doivent détenir réellement les bitcoins dans leur compte. Donc c'est-à-dire que si vous achetez pour un bitcoin d'ETF sur votre compte en banque, peu importe lequel aux États-Unis, le ETF, lui, va vraiment acheter un bitcoin dans le marché. Ces ETF-là, aujourd'hui, ils ont déjà acquis plusieurs pourcents du nombre de bitcoins disponibles dans le marché, au moins 3%. D'accord. Donc ils collectent en réalité fort, vite, et ils traduisent l'intérêt des investisseurs plus traditionnels pour la classe d'actifs. Ces derniers, ils ont finalement une exposition qui est moins pure et moins poussée que ce que par exemple on peut proposer dans le cadre de nos mandats de gestion, parce qu'ils passent par des ETF, donc finalement ils ne sont pas propriétaires du sous-jacent. Mais ils s'y intéressent par ce biais-là, donc ça c'est intéressant. Le deuxième aspect de ta question, c'était l'actualité finalement du moment, notamment par exemple avec Trump. Ce qu'on observe, c'est que le monde se dédollarise de plus en plus. Là où les échanges, par exemple, de pétrole se faisaient uniquement en dollars il y a encore quelques années, maintenant, on peut le faire, par exemple, dans la monnaie chinoise. Ça s'étend très fortement. Les États-Unis sont donc en train de perdre le contrôle. Doucement, on peut dire que c'est encore balbutiant, mais toujours est-il que si on tire la courbe, très probablement, ils vont perdre le contrôle. Et les États-Unis, c'est aussi le pays où on a le plus d'activités crypto, le plus de grands groupes crypto établis, le plus de leaders mondiaux finalement dans ce domaine qui sont basés là-bas. Et ça, c'est un vrai sujet pour la population américaine pour les prochaines élections présidentielles aux États-Unis. C'est un sujet qui est très clivant parce que les démocrates ont mené une politique qui était quand même assez sévère vis-à-vis des crypto-actifs, en empêchant finalement les sociétés crypto d'accéder au même niveau de service que la finance traditionnelle, de façon volontaire, actée par des lois. Et les républicains ont saisi cette opportunité pour en fait faire de la crypto un sujet électoral et dire si nous sommes élus, en l'occurrence si Donald Trump est élu, on va faire des États-Unis une superpuissance crypto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très probablement les États-Unis, en tant qu'État, vont constituer dans les années à venir une réserve de Bitcoin dans le cadre des réserves de l'État. On a connu le dollar adossé à l'or, ça ouvre la porte à un dollar par exemple adossé à du Bitcoin. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, la volonté initiale, le rêve initial du fondateur du Bitcoin, ou des fondateurs du Bitcoin, puisque je rappelle que l'identité de cette ou ces personnes n'est pas établie, c'est de proposer un système monétaire qui n'est pas basé sur l'émission finalement de nouvelles monnaies. On a une quantité limitée et on fait avec finalement. C'est pour ça aussi que de plus en plus d'investisseurs se tournent vers cette classe d'actifs, parce qu'on a quand même des économies, nous, dans nos pays qu'on peut qualifier de développés, qui est basée sur la dette. Nos pays sont extrêmement endettés, c'est un fait. Cette dette, on la remboursera probablement jamais, ou on la remboursera en augmentant significativement les impôts, ou en prenant l'argent là où il est. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Donc, face à ça, les gens qui ont un petit peu d'argent, ils se disent « Attends, j'ai tous mes actifs, actions, obligations, comptes en banque, tout, qui est lié au système monétaire actuel, et j'ai à côté un système monétaire parallèle, décentralisé, qui n'est pas contrôlé par un État, qui est disponible. » Ça explique aussi pourquoi on a en ce moment ce regain d'intérêt, et ça explique aussi pourquoi le Bitcoin a beaucoup monté en 2021. Parce qu'en fait, on est sur la période où on a émis énormément de dettes. Il y a plus d'un tiers des dollars qui ont été qui ont été émis, pardon pour le terme crypto, qui ont été émis au moment du Covid. Et c'est pas lié au fait que les gens avaient plus de temps pour le faire, par exemple? Ça a probablement joué. Bien sûr.
Mais si tu as $1 million sur ton compte et que tout à coup j'émets 30% de nouveaux dollars, en parité de pouvoir d'achat, en réalité, tu as perdu beaucoup d'argent. Très clair. Ouais. Et il y a eu quand même, il me semble, fin 2021, une première chute assez rapide du Bitcoin qui a pu aussi échauder peut-être ces premiers investisseurs. Comment ça s'explique et comment ça a pu repartir suite à cette première descente assez vertigineuse? Tout à fait. Alors, on le disait, c'est une classe d'actifs qui est volatile. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est volatile ? Parce que c'est pas encore mature. Donc il y a encore du risque. Le jour où tu achèteras du Bitcoin sans risque, le prix bougera plus en fait. On a sur cette classe d'actifs des excès à la hausse comme à la baisse. C'est capable de beaucoup monter très vite et beaucoup descendre très vite. C'est pour ça que nous on recommande aussi un horizon d'investissement qui est assez long et qu'on essaie d'avoir les pieds sur terre et de garder notre sang-froid. Alors, pourquoi ça s'est retourné en 2021 ? Déjà parce que ça avait beaucoup monté, donc il fallait prendre des profits. Ça c'est assez normal et c'est sur tous les marchés qu'on le constate. Mais aussi parce qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qu'on pourrait qualifier finalement de brebis galeuses de l'écosystème crypto qui n'étaient pas réglementés, qui ont eu des pratiques de marché qui ont amené à ce qu'on appelle des liquidations, c'est-à-dire des ventes qui s'enchaînent sur les marchés pour couvrir leur position, des liquidations qui ont amené effectivement une espèce d'effet boule de neige sur les marchés crypto. Et le principal, c'est Terra Luna. C'est un nom dont peut-être certains auditeurs ont entendu parler. Terra Luna, alors nous on n'en avait pas du tout dans nos portefeuilles parce que par exemple on avait très bien identifié que c'était compliqué et que le dossier ne tenait pas debout. Terra Luna, c'était une sorte de banque dans la blockchain où vous déposiez de l'argent et on vous rémunérait à 20% vos dépôts. Okay. Alors jusque-là, pourquoi pas, mais nous quand on est allé creuser, on leur a demandé si on leur empruntait de l'argent, combien ça nous coûterait. Et là, ça nous coûtait 11% d'intérêt. Donc tu comprends bien que les 9% de delta, ils doivent venir de quelque part, en l'occurrence de nulle part, d'où l'explosion de ce protocole de finance décentralisée. Et en plus, les volumes de dépôt étaient bien supérieurs au volume d'emprunt. Donc le modèle économique ne tenait pas. Et en fait, ces gens-là ont pris des dépôts, jusqu'au jour où ils ont fermé le rideau en disant bon ben voilà, c'est terminé. Bon, voilà, aujourd'hui, ces gens, ils sont en train d'être jugés. L'affaire est classée. Et le deuxième élément, c'était la chute d'FTX. FTX, c'était probablement la deuxième ou la troisième, coude à coude, plus grosse plateforme d'échange en crypto dans le monde. C'est des Américains, des Américains basés aux Bahamas, mais des Américains quand même. Et pour faire très simple, c'est une énorme escroquerie. Le patron de cette structure a pris dans la caisse les dépôts des clients. Et c'est aussi ça qui nous a motivés à prendre finalement la forme d'un mandat de gestion et à ne pas inscrire les dépôts de nos clients sur notre bilan. C'est-à-dire que l'argent de mes clients, c'est pas l'argent de la société. C'est distinct. Ce qui n'était pas le cas sur FTX, où en fait finalement tous les investisseurs qui avaient acheté des cryptos via FTX se sont retrouvés avec un droit de créance sur la société qui avait fait faillite. Mais pas avec leurs cryptos. Donc ils ont été remboursés, d'ailleurs finalement ils ont été remboursés grâce à la hausse des cours, mais ils ont été remboursés sur la valeur de leur dépôt à l'époque, qui était évidemment bien inférieure à la valeur actuelle du prix des cryptos. Ok, je comprends. Donc voilà, tous ces deux éléments-là, c'est les principaux. Il y a eu d'autres choses, mais c'est les principaux. Ces deux éléments-là expliquent la baisse qu'on a connue jusqu'à finalement fin 2022. Ouais, tu nous as parlé pas mal de qui sont les investisseurs crypto. Et chez AlphaCap Digital Asset, quel est le profil d'investisseur que vous avez ? Est-ce que vous distribuez vos solutions en direct ? Est-ce que vous passez par des intermédiaires ? Alors, nous, on va distribuer via les family office et les conseillers en gestion de patrimoine. C'est-à-dire que le client qui souhaite avoir accès aux solutions d'investissement AlphaCap Digital Assets,
il va voir son conseiller pour accéder à nos mandats de gestion. La typologie de ce client-là, elle est assez diverse en réalité. On peut distinguer 2 à 3 personas. Le premier, ça va être la personne qui maîtrise bien les cryptoactifs et qui vient chercher finalement un biais de gestion différent. Parce que quelqu'un qui connaît bien les cryptoactifs, aujourd'hui il sait que s'il n'a pas 12 heures par jour à y accorder, c'est très compliqué de tout suivre. Et même s'il suit tout, il prendra probablement pas les mêmes décisions que nous. Certaines seront peut-être meilleures, certaines seront peut-être moins bonnes. Mais il va venir se diversifier et chercher ce biais de gestion différent. Ça, c'est la première typologie de client. La deuxième typologie de client, c'est plutôt des chefs d'entreprise qui, en général, ont réalisé des sessions et qui vont venir allouer une partie de leur patrimoine. En général, nous, on recommande de ne pas dépasser 5% du patrimoine financier. Et ce qu'on constate, c'est que le facteur, c'est l'âge. Alors, ça bouge sur mon deuxième et demi, troisième persona, c'est-à-dire que on va avoir, pour des gens qui ont vendu leur société, par exemple, après 40 ans, plutôt de l'ordre de 2 à 3% du patrimoine financier exposé en crypto, sur une génération plus jeune, plus digital native, plus peut-être risk-on, qui préfère le risque, on va représenter plutôt 5% de l'allocation, c'est-à-dire sur la première génération d'entrepreneurs, avec finalement la première session de société. Voilà. Et on a aussi des épargnants finalement traditionnels qui souhaitent s'exposer à la crypto, ne souhaitent pas le faire eux-mêmes pour des raisons de temps, pour des raisons de connaissance ou pour des raisons de sécurité et de coût, parce que ça peut coûter aussi très cher de passer par les plateformes d'échange. On imagine souvent que la gestion, le fait de mettre en gestion va coûter plus cher, mais c'est pas forcément vrai. Tu peux nous donner des ordres de grandeur Oui. Justement, une plateforme en général, ça prend quoi comme frais Alors, par rapport à ce que vous pouvez prélever? si vous allez chez le leader du marché américain, qui a d'ailleurs une plateforme qui est très facile à utiliser, c'est assez user-friendly, on va payer en réalité sur un achat en euros, entre les frais, le spread, les frais du dépôt et les petits coûts cachés, on va payer peut-être entre 3 et 4,5% sur un achat. Donc dès qu'il y a une transaction, on repaye Voilà. ces 3 et 4. Les transactions euros en général sont un petit peu plus chères. Uh-huh. Les transactions crypto vont coûter peut-être 1 à 2%. Ok. Voilà. Donc c'est quand même assez cher. Et là où, par exemple, nous, on va pas du tout se rémunérer sur l'exécution des transactions. C'est-à-dire que si je passe un ordre, si je vends des bitcoins du client contre des Ethers, parce que je pense qu'il faut en ce moment acheter des Ethers, je le fais au meilleur prix disponible et at cost. Oui, bien sûr, parce que c'est toi qui prends la décision de vendre, Voilà. de toute façon. Donc, ouais. C'est dans le meilleur intérêt du client. Et en fait, notamment si les clients ne sont pas forcément experts du sujet, voilà, ils vont voir que ça monte, ils vont acheter, ils vont voir que ça baisse, ils vont vendre, parfois à l'inverse malheureusement. Et à la longue, en fait, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc voilà, on a des clients qui viennent aussi nous voir pour ces raisons de frais. Mm-hmm. Alors, être gérant, en règle générale, c'est pas tout repos. Dans une classe d'actifs avec une telle volatilité, j'imagine que ça l'est peut-être encore moins. J'imagine que c'est un peu les montagnes russes parfois. Est-ce que tu peux me raconter peut-être un moment fort de ta vie de gérant crypto pour nos auditeurs? J'en ai connu, tu m'en as parlé parfois aussi, donc je sais qu'il y en a, que c'est quelque chose dans lequel tu t'impliques beaucoup, mais ça serait chouette que tu puisses nous le raconter. Oui, il y en a plusieurs. Alors, effectivement, comme tu le mentionnais, c'est une classe d'actifs qui cote 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc bon, déjà nous on est plusieurs pour y aller cette classe d'actifs. C'est indispensable. Et il faut avoir énormément de recul sur la classe d'actifs pour pas paniquer et prendre des bonnes décisions au bon moment. Je vais te donner cet exemple-là, qui je pense est assez parlant.
on disait tout à l'heure que le marché avait baissé jusqu'à à peu près fin 2022. Hein. On est passé d'un Bitcoin à 67 000 $, à fin 2022, un Bitcoin au plus bas du plus bas, à peu près 15 000 $. Donc c'est quand même une baisse importante. Et en décembre 22, on est juste après la faillite d'FTX. Personne ne sait combien d'argent a disparu dans les comptes. Personne ne sait ce qui va se passer. Les cours sont en chute libre. C'est, pour faire simple, panique à bord. Dans ce contexte-là, nous, on regarde le coût de production. On en parlait tout à l'heure. En décembre 22, les mineurs de Bitcoin, donc les gens qui produisent les Bitcoins, ça leur coûtait à peu près 15 000 $ de produire un Bitcoin. Donc, si le cours descendait en dessous, ces gens-là allaient arrêter de vendre leur production, et donc plus aucun nouveau Bitcoin n'arrive sur le marché. Plus aucun nouveau Bitcoin n'arrive sur le marché, ça veut dire que la moindre petite demande dans le monde fait que le prix monte. Parce qu'on n'a pas d'augmentation de la masse monétaire. Donc, dans ce contexte extrêmement difficile de baisse générale des cours, nous, on a pris le téléphone, on a appelé nos partenaires, distributeurs, on leur a dit voilà, on leur a exposé la situation, là c'est le moment d'y aller. Si vos clients veulent avoir de la crypto, c'est le moment d'y aller. Alors, je ne peux pas leur en vouloir, ils n'étaient pas très nombreux à répondre à l'appel. Oui, le contexte n'aidait pas. Le contexte n'aide pas. Mais c'est toujours quand le marché se détourne d'un sujet que c'est le moment de réaliser les meilleures affaires finalement, et les meilleures opérations. Et on a acheté, pour les clients qui nous ont fait confiance, à 15 000 $, des bitcoins. Qui aujourd'hui en valent. Qui aujourd'hui en valent 70 000. Ouais. 1 an et demi après. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et surtout, on les a conservés, ces bitcoins. C'est-à-dire qu'on aurait pu les acheter à 15 000 et les vendre à 20 000. On aurait pu les vendre à 25 000. On aurait pu les vendre à 30 000. On a eu énormément de bonnes raisons de les vendre. Et ça a été très dur de tenir et de ne pas vendre. Parce que quand vous faites gagner autant d'argent aux clients, vous avez quelque chose qui est assez naturel finalement. C'est que le client se dit bon bah je vais récupérer. Ouais, je vais encaisser mon gain. Je vais encaisser mon gain. Et moi c'est tout mon combat, c'est de leur dire c'est très bien de faire une belle plus-value, mais le sous-jacent de la classe d'actifs, c'est d'avoir un actif financier décorrélé des marchés financiers et un système alternatif. Si un jour il y a un problème dans le monde sur la dette, sur le système bancaire, ou si les États se mettent, comme ce dont il est question aux États-Unis, à donner une place importante à Bitcoin dans leur politique, ça ne peut valoir que des millions de dollars. Et donc en fait le prix, est-ce qu'il est à 15 000, est-ce qu'il est à 70 000, ça c'est très bien à court terme, mais c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet c'est est-ce que mon patrimoine il est diversifié sur ce qui sera potentiellement une réserve de valeur à l'échelle mondiale demain. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, parce qu'on a beaucoup parlé de ton projet et qui t'anime énormément, mais toi, François, c'est quoi ton objectif perso avec Alpha Cap Digital Asset? Comment est-ce que tu te projettes? Qu'est-ce que tu viens défendre? Alors, moi déjà, je suis très heureux de ce que je fais. Je suis très heureux de ce que je fais, ça a beaucoup de sens. Et presque toutes les semaines, j'ai malheureusement des appels ou des témoignages qui me remontent, où des gens se sont fait avoir en investissant sur ce qu'ils pensent être des cryptoactifs, mais qui en réalité sont des promesses de rendement, des promesses de performance, en général on l'a trouvé sur internet. Et ce qu'on essaie de faire avec Alpha Cap, c'est justement d'être visible pour que les gens ne se fassent pas avoir et investissent en fait dans des conditions de sécurité, tout simplement. Parce que c'est très difficile de voir des gens qui ont souvent beaucoup travaillé pour mettre de l'argent de côté et qu'ils le perdent souvent assez rapidement d'ailleurs,
sans s'en rendre compte. Et ça fait, pour être assez direct, ça détruit des vies. Donc je pense que c'est notre rôle en tant que société réglementée d'être présent pour accompagner les gens sur cette classe d'actifs, qui est une classe d'actifs nouvelle, donc ils ont besoin d'accompagnement. Et moi, c'est aujourd'hui la mission qui m'anime, c'est d'accompagner les gens. Ok. Ouais, de mettre justement... Leur permettre de s'exposer, de bénéficier de cette potentielle opportunité que sont les cryptoactifs dans des conditions de sécurité réelles. Ok, top. Une dernière question. On a largement dépassé le temps réglementaire, mais tu feras quand même pas l'impasse sur la dernière question, qui est de te demander est-ce que tu peux nous donner 3 critères, justement, et ça va faire parfaitement lien avec ce dont on parlait juste avant. 3 critères à analyser pour reconnaître un bon investissement crypto selon toi. Peut-être éventuellement préserver certains de nos auditeurs qui pourraient faire des mauvais choix entre nos situations que tu décrivais juste avant. Ok, je vais essayer d'en trouver 3. Le principal, sans hésiter, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Tout simplement. Là, vous avez des fortes perspectives de gains, c'est forcément que vous avez des très fortes perspectives de perte aussi. C'est la volatilité dont on parlait. Une fois qu'on a fait finalement ce premier tri, j'ai envie de te dire, nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est le cas d'usage. Voilà. Est-ce que c'est utile d'avoir du Bitcoin, c'est-à-dire un système de paiement décentralisé, ouvert, à laquelle chacun peut accéder? Oui, moi je pense que c'est vraiment très utile dans le monde actuel. Est-ce que c'est utile d'avoir la crypto Tartampion qui vient révolutionner telle industrie qui fonctionne très très bien sans cette crypto-là? Je ne suis pas persuadé. Ouais, parce que ce que tu dis, et qu'effectivement on n'a peut-être pas précisé pendant cet entretien, mais c'est que souvent derrière chaque crypto il y a un projet qui est plus ou moins abouti en fait, et que finalement c'est plus le bien fondé du projet qui va déterminer son potentiel de durabilité et son succès, puisque si ça repose sur rien ou sur quelque chose d'inutile, il y a une forte probabilité qu'une fois la hype retombée, la monnaie n'existe plus. Voilà, okay. Tout à fait. Et il faut faire attention, voilà, ces phénomènes de hype et je veux dire presque des phénomènes de cours où tout d'un coup, tout le monde se met à parler de quelque chose, on le voit partout, et il faut faire très attention à ça, surtout quand on est un particulier. Et le troisième point... Tu veux nous dire dans quelle monnaie investir là maintenant tout de suite, comme le font tous les influenceurs crypto? Surtout pas. On en a acheté plein avant. Surtout pas. C'est d'ailleurs assez difficile, je fais une micro-parenthèse, mais moi je sais pas quelle sera... Je pense que Bitcoin est très bien placé et a déjà gagné, mais en dehors de Bitcoin, je sais pas quelles seront les technologies blockchain et les crypto-monnaies qui seront présentes dans 10 ans. Et celui qui vous dit qu'il sait... très probablement, il n'a pas pris le temps de regarder l'ensemble de la question, parce que sinon il ne saurait pas. Oui, il en a déjà acheté beaucoup. Oui, exactement. Donc en fait, d'où aussi la gestion diversifiée, c'est que je ne sais pas qui sera le champion de demain, donc j'investis sur les 10 potentiels champions de demain. Voilà. Donc le dernier point, ça va être le modèle économique de la crypto. Et donc, ce troisième point, il est peut-être un peu plus technique, mais c'est pour les gens qui auront envie de creuser mon discours et pour qui les points précédents étaient peut-être un petit peu évidents. Vous avez, sur Bitcoin par exemple, une création monétaire qui est finie. Il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation au dernier jour, dans un peu plus de 100 ans, et pas un de plus. Il y a d'autres projets crypto qui sont beaucoup moins clairs sur cette limite, et qui disent, voilà, nous on va créer 20% de nouveaux tokens par an, pour... en général d'ailleurs rémunérer les gens et qu'ils viennent acheter leur crypto, c'est-à-dire qu'ils vont toucher 20% d'intérêt, mais en fait ils s'autodiluent. Et là on reprend les erreurs qu'on a faites par le passé, sur les monnaies traditionnelles, pour les reproduire à la crypto. Et donc ça, en tout cas nous dans notre process de gestion, dans la façon dont on traite la classe d'actifs, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Ok, très clair. Voilà. Un grand merci, François. Je t'en prie, merci à toi pour tes questions. Et puis, on se retrouve très vite avec les prochains épisodes.
Bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.